En 2025, deux chiffres ont secoué la carte économique. 300 milliards de dollars de tarifs et 100 milliards d'exportations africaines annoncées à l'horizon. Le premier cristallise la fracture entre les États-Unis et la Chine. Le second, l'ascension d'un continent longtemps tenu à la marge, désormais convoité pour produire. Mais qu'est-ce que cela change pour celles et ceux qui, comme Ibrahim Traoré, voient dans chaque usine rallumée un acte de souveraineté et un contrat social renouvelé? Ce qui semblait une crise commerciale peut devenir pour l'Afrique une renaissance silencieuse où la dignité se mesure en conteneurs, en emploi et en choix. Ce récit ne promet pas des miracles économiques, mais un changement de gravité. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se brisent, d'autres se tissent, plus locales, plus audacieuses. L'Afrique, que beaucoup voyaient dépendante, commence à s'imposer comme point d'équilibre dans une économie mondiale éclatée. L'enjeu n'est pas seulement de produire, mais de définir qui décide du prix, du rythme et du sens du travail. Chaque conteneur qui quitte le Burkina Faso porte la même question. Cette croissance appartiendra-t-elle à ceux qui la fabriquent ? Les économistes parlent d'une fenêtre de 5 ans, un moment fragile où les choix d'aujourd'hui fixeront les hiérarchies de demain. Pour Ibrahim Traoré, c'est moins une opportunité qu'un test. Transformer la fierté en politique, la production en pouvoir durable. Et pour nous, spectateurs de cette bascule, la promesse est claire. Comprendre cette transition, c'est anticiper le monde qui vient. En début 2025, les droits de douane américains sur plus de 300 milliards de dollars d'importations chinoises ont basculé du provisoire à la règle. En moins de 30 jours, des chaînes d'approvisionnement construites en 3 décennies ont cédé, créant le vide parfait pour un basculement africain. C'est là qu'Ibrahim Traoré a compris que la crise mondiale était aussi une fenêtre d'opportunité. Son cabinet à Ouagadougou lança le corridor agro-industriel, une infrastructure continentale de 6000 km destinée à relier mines, ports et usines du Sahel à l'Atlantique. L'idée n'était pas nouvelle, relier les ressources au marché. Ce qui changeait, c'était le contrôle. Au lieu de céder les concessions, le Burkina Faso choisissait les coentreprises à majorité publique. Pendant que Pékin et Washington se répondaient en sanctions croisées, des navires entiers changeaient de cap, quittant Shanghai pour accoster à Tema ou Abidjan. Les usines de coton redémarraient, les raffineries d'or rallumaient leurs fourneaux, et dans les zones franches de Bobo-Dioulasso, des milliers d'ouvriers cousaient les vêtements que l'Asie ne livrait plus. Les analystes y virent un signal d'inversion. Pour la première fois depuis les années 1960, l'Afrique ne réagissait pas à un choc mondial, elle le transformait. Les 72 milliards de dollars d'exportations non pétrolières en 2024 devinrent 94 milliards en 2025, propulsant le continent vers le seuil symbolique des 100 milliards. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception qui basculait. La marge devenait centre, le fournisseur devenait acteur. Ce renversement, Ibrahim Traoré l'a résumé d'une phrase. Nous n'exportons plus des matières premières, nous exportons notre volonté. Et cette volonté, désormais, est la matière première la plus précieuse du continent. À Ouagadougou, le projet d'Ibrahim Traoré prit forme dans une pièce sans ornement. Une table en bois, 3 cartes ferroviaires et un plan de financement noté à la main. Autour de lui, des ingénieurs du Ghana et du Niger discutaient du tracé du corridor, pendant qu'un ancien opérateur minier expliquait comment convertir des concessions dormantes en zones industrielles. Quelques mois plus tard, à Bobo-Dioulasso, une ancienne filature chinoise rouvrit ses portes. Elle employait désormais 4000 ouvriers, formés localement, payés en francs, adossés à l'or. Plus au sud, sur la côte ghanéenne, un entrepôt frigorifique transformé en hub logistique gérait les cargaisons de fruits africains, autrefois destinés à Shenzhen. Le changement se lisait dans les gestes. Là où l'on exportait des matières brutes, on calibrerait désormais des produits finis. Des comptables suivaient en temps réel la valeur ajoutée nationale. Des étudiants en économie appliquée calculaient les marges sur les textiles produits au Burkina Faso. Pour les habitants, la transformation ne se mesurait pas en pourcentage, mais en stabilité. Des salaires réguliers, des villes qui recommençaient à s'illuminer la nuit. Les experts y virent une renaissance industrielle, mais pour les citoyens, c'était plus simple. Un travail, une dignité, une fierté tangible. Et dans cette phase précoce, la logique d'Ibrahim Traoré
rester constante, construire lentement, mais garder le contrôle à chaque étape. Car au fond, la véritable question n'était pas si le continent pouvait produire, mais pour qui il le ferait. Tout commença avec un tarif, se poursuivit par un déraillement et finit par un déclic. Lorsque Washington doubla les droits de douane sur les importations chinoises, Pékin riposta dans la semaine. Restrictions sur le lithium, les terres rares et les semi-conducteurs. Les routes commerciales, tendues comme des cordes, cédèrent. Les assurances maritimes grimpèrent de 22%. Les conteneurs s'empilèrent à Singapour et à Shenzhen. En 30 jours, le commerce mondial vacilla. Les entreprises occidentales, soudain privées de composants, cherchèrent désespérément de nouveaux points d'ancrage. C'est alors qu'apparut le corridor africain. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoqua les ministres du Sahel et proposa une alliance industrielle AES. Ce plan fut signé avant la fin du trimestre. Les premières entreprises américaines transférèrent leurs opérations de filature du Vietnam vers le Burkina Faso. Des groupes agricoles européens louèrent des terres pour produire et raffiner localement. Le Niger monta ses premières pompes solaires destinées à l'exportation. Le Ghana, de son côté, lança un système de douane numérique pour accélérer les flux régionaux. Ce fut la phase de Kichwat, la mise en marche d'un moteur continental. La Cao-Trao arriva plus vite que prévu. Les exportations non pétrolières du continent passèrent de 72 milliards à 94 milliards en un an. Les ports d'Abidjan et de Tema tournèrent jour et nuit. La main-d'œuvre locale, longtemps sous-employée, retrouva sa valeur. Les investisseurs parlaient de miracle. Mais Traoré refusa ce mot. Ce n'est pas un miracle, c'est une correction. Sous sa présidence, chaque contrat fut révisé. 51% de participation nationale minimum, transparence fiscale imposée, audit trimestriel public. Le signal fut clair. Partenariat, oui. Dépendance, non. Puis vint la Duchan. Les multinationales s'adaptèrent, certaines protestèrent, d'autres s'implantèrent. Les observateurs étrangers baptisèrent cette période le pivot silencieux. Rien ne criait, tout changeait. L'Afrique devint la variable d'équilibre entre les deux géants. Les marchés, eux, mirent du temps à comprendre. Derrière chaque chiffre, il y avait des vies qui bougeaient. Dans les rues de Ouagadougou, les ouvriers sortant des usines parlaient d'exportation, pas d'aide. Et le soir, la ville brillait d'une lumière neuve. Ibrahim Traoré résuma ce basculement d'une phrase. Pendant des décennies, nous avons été la note de bas de page de quelqu'un d'autre. Désormais, nous écrivons le premier chapitre. En 2024, les exportations non pétrolières de l'Afrique atteignaient 72 milliards de dollars, un record timide mais stable. 12 mois plus tard, ce chiffre grimpa à 84 milliards tirés par les contrats textiles, miniers et agricoles signés après la rupture sino-américaine. La différence, plus qu'économique, était structurelle. Les marges locales, pour la première fois, dépassaient les 40%, un delta qui marquait la fin de la sous-traitance à bas coût et l'entrée dans la valeur ajoutée. Deuxième indicateur, 8,6 milliards de dollars de nouveaux investissements au Burkina Faso, concentrés dans le textile, l'or et les infrastructures ferroviaires. Chaque dollar investi créait un cercle économique interne, transport, énergie, services, que l'on ne voyait jamais dans les modèles dépendants d'aide étrangère. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un simple effet d'aubaine, mais une étape vers la résilience productive. Il insista, un contrat sans formation est un contrat perdu. Ainsi, chaque coentreprise signée devait inclure un volet de transfert technologique ou d'apprentissage local. Résultat, plus de 12 000 techniciens formés dans la zone AES en 2025, selon la banque régionale. Ces chiffres racontent un basculement de paradigme, de la réception à la construction. Le troisième chiffre, plus discret, provenait du secteur énergétique. Les nouvelles centrales hybrides du Niger et du Mali avaient ajouté 210 MW de capacité régionale, réduisant de 15% les coûts logistiques sur le corridor. Ce détail technique cachait une réalité stratégique. L'indépendance énergétique conditionne la stabilité politique. Une énergie stable permet la planification industrielle et donc la confiance des investisseurs. Les économistes appellent cela l'effet socle, la capacité à bâtir sans dépendre du courant venu d'ailleurs.
L'ensemble formait une équation simple mais rare. Croissance plus contrôle plus coordination et puis souveraineté économique. Trois variables que peu de continents avaient réussi à aligner depuis la révolution asiatique. Pourtant, l'Afrique semblait y parvenir sans tumulte, sans effusion, presque avec humilité. Le monde découvrait un style africain de croissance, méthodique, prudent, mais irrésistible. Les analystes internationaux, sceptiques un an plus tôt, commencèrent à revoir leur modèle. Les banques d'investissement occidentales ajustèrent leurs prévisions, intégrant le facteur corridor AES comme nouvelle donnée de stabilité régionale. Et à mesure que les chiffres s'accumulaient, la narration changeait. Ibrahim Traoré le savait. Les chiffres ne suffisent pas à convaincre, mais ils obligent à écouter. Entre 72 et 94 milliards, entre dépendance et maîtrise, entre silence et affirmation, un continent redessinait son avenir à coups de données. Et chaque ligne du tableur racontait une victoire sur l'invisibilité. Les critiques ne manquaient pas. Certains économistes occidentaux affirmaient que le boom africain n'était qu'un mirage conjoncturel, une réaction mécanique à la guerre commerciale vouée à retomber dès que Washington et Pékin se réconcilieraient. Selon eux, l'Afrique profitait d'un vide temporaire, non d'un changement structurel. Ils citaient les cycles des années 1970, quand la flambée du cuivre zambien ou du cacao ghanéen avait fini dans la dépendance. Mais un autre camp, plus pragmatique, voyait les signes d'une mutation profonde. D'abord parce que la croissance africaine ne reposait pas sur un seul produit, mais sur un corridor de diversification, textile, or, agriculture, énergie. Ensuite parce que les contrats signés depuis 2025 incluaient des clauses inédites. Audit public, réinvestissement local, transfert de compétences, les marges nationales augmentaient lentement mais régulièrement, et les États apprenaient à négocier ensemble sous la charte AES. Ibrahim Traoré, interrogé lors du sommet sur la souveraineté économique, répondit calmement aux sceptiques. Nos accords ne sont pas une dépendance inversée, ce sont des prototypes d'équilibre. Il montra les chiffres, 40% de production à valeur ajoutée locale, 15% de réduction moyenne des coûts logistiques et une hausse de 9% des salaires industriels en un an. Des résultats modestes mais concrets. Aucun autre continent, dit-il, n'a avancé aussi vite sans préconditionner. L'objection suivante vint du terrain politique. Certains observateurs craignaient qu'un pouvoir économique centralisé autour de quelques États du Sahel ne crée de nouvelles hiérarchies régionales. Mais le modèle AES reposait sur la rotation de leadership. Chaque semestre, un pays présidait les comités d'investissement. Cette rotation évitait la capture du pouvoir tout en accélérant la coordination. La leçon n'était pas seulement économique. Elle prouvait qu'une union pouvait émerger d'intérêts alignés plutôt que de dépendances croisées. Et c'est là que résidait le vrai Stillman du projet Traoré. Ce n'était pas un pari contre la Chine ou les États-Unis, mais un pari pour l'autonomie africaine. C'est bâti dans le tumulte, mais avec méthode. L'Afrique s'est mise à compter autrement, non plus en aide reçue, mais en part de marché conquise. Au milieu de 2026, un rapport interne de la Banque africaine révéla que 40% des nouveaux contrats d'exportation provenaient désormais de coentreprises contrôlées localement. Ce n'était pas un simple chiffre, c'était un renversement de logique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré parla d'un âge de la comptabilité souveraine, une ère où chaque tonne exportée devait correspondre à une ligne d'investissement humain. Les analystes étrangers, surpris, reconnurent que l'Afrique était passée du statut de périphérie à celui de partenaire stratégique, sans rupture ni révolution. Les chaînes logistiques mondiales s'étaient réécrites, discrètement mais durablement. Et dans cette mi-étape, une question persistait. Le continent pourrait-il maintenir cette cadence sans céder à la pression des capitaux étrangers? Car chaque réussite attire son propre risque, celui de la répétition des dépendances sous un autre nom. Mais pour la première fois, le pouvoir de dire non appartenait à ceux qui produisaient. Et ce mot, non, sonnait comme un manifeste. Les conséquences du pivot africain ne furent pas seulement visibles dans les bilans. Elles traversèrent en 4 sphères à la fois. Les nations, les entreprises, les citoyens et le continent lui-même. Les États du Sahel, naguère dépendants des importations, devinrent exportateurs nets de produits transformés.
Le Burkina Faso, par exemple, passa de 8,6 à 12 milliards de dollars d'exportation annuelle entre 2025 et 2026. Les budgets nationaux se rééquilibrèrent et la dette publique chuta de 9%. Ibrahim Traoré qualifia cette évolution de souveraineté comptable, où la dignité se mesure dans les chiffres du commerce, pas dans les promesses d'aide. Les compagnies locales, longtemps perçues comme fragiles, devinrent les nouveaux pivots de production. Une chambre de commerce américaine estima que le continent pourrait remplacer 15% de la production asiatique à bas coût d'ici 5 ans. Les multinationales ajustèrent leur modèle, intégrant la fiabilité africaine comme un facteur de stabilité. Le Ghana, le Niger et le Mali instaurèrent des incitations fiscales pour l'investissement durable, imposant des salaires minimums et des formations obligatoires. Le résultat, moins de fuites de capitaux, plus de transfert de savoir-faire. Dans les villes industrielles, les rues reprirent vie. À Bobo-Dioulasso, plus de 9000 travailleurs étaient employés dans des parcs textiles alimentés par énergie solaire. Les familles parlaient désormais d'exportation au petit déjeuner. Les étudiants abandonnèrent au cantonais les concours d'aide internationale pour suivre des cours de logistique. Le discours d'Ibrahim Traoré résonnait. Nos enfants ne mémoriseront plus des slogans d'aide, ils traceront des itinéraires de navires. L'espoir, longtemps une abstraction, devint un calcul. Le succès africain força les grandes puissances à redéfinir leurs alliances. Les États-Unis lancèrent la loi sur l'accès manufacturier africain, promettant 25 milliards de dollars de crédit à taux réduit. La Chine, de son côté, convertit ses prêts en participation industrielle, transformant la dette en actionnariat partagé. Pour la première fois depuis la guerre froide, la rivalité sino-américaine produisait un gagnant tiers, l'Afrique. Les chancelleries occidentales comprirent que la stabilité du Sahel n'était plus une variable d'ajustement, mais une condition de l'équilibre mondial. Et derrière cette reconfiguration, Ibrahim Traoré devint le symbole d'un leadership lucide, ferme sans fermeture, ouvert sans soumission. Les bilans, les ports et les routes racontaient tous la même histoire, celle d'un continent qui avait cessé d'attendre la permission d'exister. Si la trajectoire actuelle se maintient, les exportations africaines dépasseront 110 milliards d'or d'ici 2027. Les corridors logistiques resteront stables, mais la pression énergétique et les coûts du fret pourraient rogner les marges. L'Afrique continuerait de croître, mais au rythme prudent d'une économie encore en apprentissage d'elle-même. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario incarne la maturité. Avancer sans brûler les étapes. Les accords AES seraient étendus à 7 pays. La production régionale grimperait à 130 milliards de dollars. Les chaînes africaines intégreraient la technologie locale. Pompes solaires, logiciels douaniers, textiles connectés. Les jeunes diplômés trouveraient un emploi dans le continent plutôt qu'à l'étranger. Les États, coordonnés, négocieraient d'égal à égal avec les blocs occidentaux. Ce scénario placerait le Sahel au centre de la nouvelle équation industrielle mondiale. Un Asie verte, née de l'or, du coton et du soleil. Une chute de la demande mondiale ou une reprise sino-américaine trop rapide ferait baisser les prix. Les États les plus dépendants du corridor AES subiraient un effet domino. Contraction budgétaire, licenciements, retour migratoire. Les investisseurs étrangers pourraient se retirer, réinstallant la dépendance déguisée. Mais Traoré met déjà en garde. Le risque n'est pas l'échec, c'est l'oubli du pourquoi. Sans politique industrielle ferme, la réussite deviendrait fragile comme une bulle d'exportation. Ne pas rêver ni craindre, mais modéliser. Chaque pays doit tracer ses marges de manœuvre avant que les cycles ne changent. L'avenir du Sahel ne dépendra pas d'une courbe de croissance, mais de la constance à la défendre. Et selon Ibrahim Traoré, le futur se bâtit non par les moyennes, mais par les convictions. Ce récit ne parle pas seulement de chiffres, il parle de ce que chacun, à sa place, peut transformer. Groupe A, les entrepreneurs et les travailleurs. Dans les usines de Bobo-Dioulasso ou les ateliers d'Accra, chaque décision locale, produire, recycler, exporter, façonne un récit collectif. Si vous dirigez une entreprise, demandez-vous combien de vos contrats renforcent la souveraineté de votre région ? Ibrahim Traoré répète souvent, l'économie n'est pas une abstraction, c'est une éthique du travail partagé. Chaque emploi maintenu, chaque production locale devient une pièce d'indépendance. Groupe B,
les jeunes et la diaspora. Vous qui avez grandi entre deux continents, vous êtes les traducteurs de ce siècle. Les écoles du Sahel ouvrent des cursus de logistique, de robotique et de comptabilité d'exportation. Revenir n'est plus un sacrifice, c'est une stratégie. Un message, une idée, un partenariat envoyé vers Ouagadougou ou Abidjan peut peser davantage qu'un retour symbolique. La souveraineté se tisse aussi dans les courriels, pas seulement dans les rues. Groupe C, les observateurs et décideurs étrangers. Ne voyez pas ce mouvement comme une menace. Voyez-le comme une opportunité d'équilibre. L'Afrique ne réclame pas la charité, mais la cohérence. Les marchés stables naissent là où les partenaires s'écoutent. Et si vous partagez cette logique, soutenez-la sans l'étouffer. Parce qu'au fond, ce que montre le projet d'Ibrahim Traoré, c'est simple. La prospérité est un langage universel. Encore faut-il apprendre à la parler ensemble. Les discours ne suffisent plus. Il faut une méthode. Ibrahim Traoré, lors du sommet sur la souveraineté économique, a présenté une feuille de route en 5 étapes simples. Pas spectaculaires, mais mesurables. Chaque État de l'AES doit publier un inventaire des infrastructures disponibles et des besoins industriels réels avant 2027. Créer des centres de formation binationaux spécialisés dans la logistique et l'énergie solaire. Sans transfert de savoir, la souveraineté reste théorique. Tous les nouveaux accords commerciaux devront inclure une clause de réinvestissement local d'au moins 15%. Les ministères devront publier les audits chaque trimestre sous supervision citoyenne. Relier la production à l'autonomie énergétique. Des micro-réseaux hybrides et financés par les profits miniers doivent réduire de 20% les coûts d'exportation d'ici 2 ans, pas seulement en milliards, mais en stabilité. Suivre les taux d'emploi, les salaires, la scolarisation technique. Mesurer, c'est gouverner. Traoré résume cette logique par une équation. Compter, c'est posséder. Posséder, c'est protéger. Et chaque pays du corridor sait désormais que la politique sans métrique n'est qu'une opinion. Le véritable pouvoir du XXIe siècle sera celui qui transforme les promesses en données vérifiables. Dans la même salle de Ouagadougou où tout avait commencé, la table en bois, les cartes ferroviaires, le plan griffonné à la main, les lumières sont restées allumées plus tard que d'habitude. Autour d'Ibrahim Traoré, les ingénieurs, les agriculteurs et les comptables regardaient défiler les chiffres sur un écran. Le corridor autrefois hypothétique dessinait maintenant une ligne continue sur la carte du Sahel. Les ports brillaient, les trains circulaient, les entrepôts vibraient d'activité. Et dans ce bruit discret, chacun entendait le son d'une victoire lente. Pas une revanche, mais une continuité assumée. Ce n'est pas une révolution, disait Traoré, c'est un retour à la normalité du travail. Dehors, les enseignes affichaient 3 mots que tout le monde comprenait. Fabriqué en Afrique. Et pour la première fois, cette phrase n'était pas un slogan, mais une preuve. Parce que l'histoire, parfois, ne se crie pas. Elle se construit patiemment à la cadence des machines et des mains. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, vous faites déjà partie de ce moment. Parce que ce que décrit Ibrahim Traoré n'est pas seulement un projet burkinabé, c'est une idée du monde où la souveraineté se partage comme une responsabilité collective. L'Afrique, aujourd'hui, ne demande pas l'attention. Elle offre un exemple, celui d'une reconstruction tranquille, fondée sur la dignité du travail. Chaque port ouvert, chaque usine rallumée, chaque contrat transparent trace un chemin que d'autres continents pourraient un jour emprunter. Mais la question, au fond, reste la même pour tous. Sommes-nous prêts à mesurer la prospérité autrement, non pas par la possession, mais par la cohérence? Si cette vision vous parle, partagez-la, discutez-la, contredisez-la, mais ne la laissez pas disparaître dans le flux, parce que, comme le dit Ibrahim Traoré, ce que nous construisons ensemble devient notre vraie frontière. Et c'est peut-être là que commence le prochain siècle.